Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine et nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore pour l'aventure du jour. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'aventure de ce matin. Merci en tout cas et excellente journée. Alors, cette semaine, nous nous intéressons au centre écotouristique de Bagré-Paul. C'est pour la rubrique à la découverte 2. Donc, on va vous amener à Bagré tout simplement pour découvrir ce centre qui vous offre un cadre agréable. Après la découverte de ce centre, on va justement découvrir aussi l'actualité. Ce que nous réserve l'actualité, ça sera avec El Hadj Amadé Soro qui sera là pour la revue de presse. Et plus tard, on parlera de tourisme burkinabé. Vous le savez, l'ONTB, l'Office national de tourisme burkinabé, depuis novembre dernier, est devenu Faso Tourisme, une agence donc de promotion du tourisme burkinabé. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir justement une équipe de Faso Tourisme avec qui Savane Média a signé une convention pour notamment discuter de l'actualité en lien avec le tourisme, surtout que nous sommes toujours dans le mois donc du patrimoine burkinabé. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Madame, Messieurs, voici planter le décor de notre aventure de ce matin. Ne zappez surtout pas, rester avec nous et on part tout de suite et maintenant. C'est pour la première rubrique, c'est Bagré-Paul que nous découvrons cette semaine à travers la rubrique à la découverte de. Nous sommes situés ou sinon nous nous installons aujourd'hui et cette semaine à Bagré-Paul pour vous faire découvrir le centre écotouristique de Bagré. C'est un site hôtelier, un site touristique aussi que vous pouvez visiter et découvrir à Bagré-Paul. Bagré, il faut le rappeler, déjà est situé donc dans la province du Boulgou, région du centre-est du Burkina Faso. C'est également un pôle touristique, le centre écotouristique de Bagré-Paul. C'est le refuge, c'est un refuge donc de faune de 100 hectares pour une population d'environ 900 crocodiles et 200 hippopotames. Vous aurez également la belle vue sur le fleuve Nakambe et le grand barrage de Bagré à découvrir si vous décidez de découvrir le centre écotouristique de Bagré-Paul. Il faut dire que ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Le centre se fixe pour objectif de valoriser les potentialités touristiques tout en développant l'éco-citoyenneté. Le centre écotouristique est un joyau qui force l'admiration. La nature a été domptée et on se croirait dans un pays côtier. Sur les rives du barrage, c'est une plage artificielle longue de 3 km avec des cocotiers pour parfaire le décor donc de la plage naturelle. Les arbres de karité sous lesquels sont installés les bancs de soupirs. Rappelons la version aussi tropicale de cette côte Azur. Le centre offre une superbe vue sur le barrage. Vous verrez également donc une mer en miniature tout simplement. La fraîcheur dans la soirée et le coucher du soleil sont des instants intenses, d'intenses plaisirs qui s'offrent aux visiteurs avant qu'ils n'aillent dormir si vous décidez de passer un séjour au centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est composé de 28 bungalows. Donc les bungalows, ce sont des petites villas, notamment pour les séjours temporaires. Ces bungalows se dressent majestueusement sur le site du centre écotouristique. On a justement donc pour tout type de chambres que vous pouvez retrouver au niveau donc de ce site. Il faut dire que si vous décidez de visiter également ce centre et la plage artificielle, vous avez même jusqu'au sable du sable qui vous fait penser justement à la mer naturelle. Alors au niveau de ce centre, c'est le moment pour les hommes d'affaires, les touristes nationaux et étrangers d'aller donc découvrir encore ce centre. Alors il faut rappeler que des familles y passent souvent des week-ends, des élèves et étudiants, ils vont également pour préparer des examens et concours professionnels et justement le centre est ouvert au public pour la visite. Vous avez la possibilité d'aller à Bagré-Paul pour découvrir le centre écotouristique de Bagré que nous vous proposons et à découvrir cette semaine. Alors, vous avez pu voir à travers les images ce qu'on vous a montré. Donc, bienvenue, welcome, Newango Fofo, dansez si vous décidez donc d'aller au centre écotouristique de Bagré-Paul qui est situé à Bagré tout simplement. Voilà. Merci de votre attention.
À partir donc de demain, nous allons vous faire découvrir ce centre écotouristique de Bagré. Le point que je n'ai pas souligné, c'est qu'il y a ces femmes-là qui vendent bien sûr ce poisson au niveau donc de ce centre à côté du barrage et autres, et poissons fumés et bien d'autres. Nous avons donné aussi le micro à ces femmes-là qui pourront s'exprimer tout au long de la semaine, ainsi que bien sûr les dirigeants du centre écotouristique de Bagré-Pôle. Merci de nous avoir suivis. Et pour la suite de l'aventure, nous allons marquer la petite pause. C'est le temps d'installer Elhadj Amadé Soro qui sera là pour nous informer. Et bien installé sur ce plateau Elhadj Amadé Soro qui est là pour la revue de presse. Bonjour Elhadj. Bonjour Abletta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Et nous commençons avec les titres. Le quotidien. D'accord. Donc à la une du journal Le Quotidien, investiture du nouveau président gabonais. Le Burkina Faso traduit ses félicitations à Brice Clotaire Olinguema. Presse burkinabé, impact patriotique en vue pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Compte rendu du Conseil des ministres, l'Onabé Dédougou, un menuisier, remporte plus de 78 millions de francs CFA au PMIB. Lui, Chan, ambassadeur de Chine au Burkina, la Chine est prête à partager avec le Burkina Faso les opportunités de développement. À la suite du quotidien, place au journal. Aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, Conseil des ministres, immersion patriotique obligatoire pour les élèves, hausse de la mobilisation des ressources internes, investiture du président élu Clotaire Olinguema au Gabon, 7 ans pour débonguisation, vous comprenez. 5e République au Togo, fort président du régime parlementaire. Journée mondiale de la liberté de la presse pour une meilleure relation pouvoir-presse. Impact patriotique pour les médias. Lui, Chan, ambassadeur de Chine au Burkina, l'aide son nom pour détruire le mur de l'hégémonie. News de jour, Mali, les partis politiques et les jeunes. Léo, les chefs de groupe de VDP renforcent leurs capacités. La communauté islamique de la Tidjania installe son bureau. Le Burkina Faso félicite Oligui. Le PNUD cadote les Pandores de 100 motocyclettes. Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, dans le Boulgour Dédougou, un menuisier décroche plus de 78 millions au PMIB. À la suite d'aujourd'hui au Faso, place au journal L'Observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso. À la une de l'Observateur Palga, Conseil supérieur de la communication, bientôt impact patriotique pour les médias. Ordination épiscopale, Guy Moukassa Sano, pasteur et grand prêtre de Nouna. Corruption, blanchiment et financement occulte, un ancien ministre dans le collimateur de l'ALC, ministre au Conseil des ministres, donc institution d'une immersion patriotique pour les élèves. Prestation serment Olinguema, 7 ans pour réussir sa mue, c'est dans Commentons l'événement. À la suite de l'Observateur Palga, place au journal Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés. À la une donc du quotidien d'État, Conseil des ministres, immersion patriotique obligatoire pour les admis aux examens scolaires. Les conquêtes du territoire national, les médias appelés à renforcer leur engagement patriotique. Éditorial, un combat burkinabé, une bataille mondiale. Puis place au journal Le Pays pour terminer. À la une du journal Le Pays, contribution des médias à la reconquête du territoire vers l'adoption d'un pacte patriotique, corruption, blanchiment et financement occulte. Un ancien ministre dans le collimateur de l'ASLC. Discipline et propriété des établissements scolaires, immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis au BPC, CAP et BAC. Ousmane Néré, DG de CHI El Gadou Drago, nous avons pris l'engagement de ne plus voir des malades couchés à terre. Paris Mutuel Burkinabé, un menuisier en poche 78 millions 432 500 francs CFA à Dédougou. Confidence du week-end. Période de canicule. Par semaine, 12 à 26 corps arrivent à la morgue de Yalgado. Dommage. Dommage, oui. Conseil des ministres, budget de l'État,
la mobilisation des ressources internes en hausse. Merci bien Elage pour ce titre. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. On s'intéresse principalement aujourd'hui à l'actualité internationale avec notamment pour sujet l'installation du président gabonais. Absolument, le président gabonais, donc l'ancien général, puisqu'il n'est plus maintenant militaire, il a déposé sa démission au niveau de l'armée avant donc de s'engager en politique. Et Brice Clotaire Olinguema, maintenant qui est le nouveau président du Gabon, a donc prêté serment le 3 mai 2025 à Libreville. Et il y a eu vraiment, en tout cas un engouement, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a au moins 16 chefs d'État qui ont fait des déplacements pour participer effectivement à cet événement majeur, dont bien sûr Dr Ousmane Bougma, le président de l'ALT Burkina, qui était donc allé représenter le capitaine Ibrahim Traoré à cet événement. Alors, ce qu'il faut dire, comme l'a titré notre confrère aujourd'hui Faso, alors, comment mettre fin au régime donc de Bongo, ce qu'il a appelé débonguisation, voilà, débonguer le Gabon, puisque c'est quand même plus de d'un demi-siècle que, n'est-ce pas, la famille Bongo a régné sur le pays. Oui, Bongo, père et fils. Père et fils donc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense que la grande question que se posent aujourd'hui les Gabonais, c'est comment réussir le pari du développement. Parce que quand on prend le Gabon, c'est quand même un scandale géologique, comme on dit souvent. Pourquoi? C'est un pays qui est immensement riche en ressources pétrolières, en ressources forestières, etc. Mais tenez-vous bien, moins de 10% du territoire, ou du moins des routes nationales, du réseau routier, est bitumé. Donc ça veut dire que l'essentiel de la richesse du pays ne profite pas aux Gabonais. Il n'y a pas assez d'infrastructures routières, il n'y a pas assez d'infrastructures éducatives, sanitaires, etc. Il y a, selon certaines indiscrétions, il y a même des hauts responsables qui arrivent même à s'octroyer des jets privés pour pouvoir rallier leur village, parce qu'il n'y a pas de voie pour quitter, n'est-ce pas, Libreville, pour aller dans leur village. Donc ici, c'est un travail titanesque qui attend le désormais président donc, du Gabon pour un septennat, 7 ans. Est-ce qu'il pourra effectivement réussir cette mission? C'est la grande question. Déjà, il faut donc affirmer que sa cote de popularité commence à s'éroger un peu. Pourquoi? Parce que, alors on se rend compte que lorsqu'il a fait le coup d'État, après les élections, il a déposé Ali Bongo, il y avait une sorte de soulagement de la part de la population. On avait crié effectivement au grand changement, puisque lui-même, il avait laissé entendre qu'il n'était pas prêt pour participer à la campagne, à l'élection présidentielle, finalement. Alors, on a vu qu'il a renoncé effectivement à cela. Et mieux, donc il a bâti campagne, effectivement, pour être élu. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les Gabonais vont faire bloc derrière lui pour le soutenir, pour qu'il puisse effectivement entreprendre l'ensemble des chantiers dont il a parlé lors de la campagne, parce que quand même l'Afrique centrale a une certaine spécificité, voilà, et peut-être ces populations ne sont pas aussi habituées aux grands soubresauts comme les populations de l'Afrique de l'Ouest, si bien que vous avez là-bas des présidents qui ont fait 30 ans, 40 ans, même plus, et puis ça ne dérange personne. Voilà, c'est leur, j'ai envie de dire, c'est leur ADN qui est ainsi fait. Donc, tout ce que nous pouvons, c'est de lui souhaiter plein succès, d'autant plus que, comme l'a dit le docteur Ousmane Bougma, qui a représenté le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est un pays qui reste ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant. Voilà, il ne s'agit pas de dire que voilà, nous avons choisi de mettre certains pays de côté, etc. Même si on soupçonne donc le Gabon d'être toujours
dans les mains, n'est-ce pas, de l'ancienne puissance coloniale. Et puisque au lendemain du coup d'État, donc c'est l'ambassadeur français qui a été reçu par le putschiste. Donc tout ça, ça laisse dire qu'effectivement jusqu'à présent, alors le Gabon n'a pas choisi donc la rupture avec l'ancienne puissance coloniale. L'un dans l'autre, ce qu'il faut donc voir, c'est que le pays continue donc de dérouler, que le président donc puisse avoir le temps de dérouler son programme. Puisqu'il y a une dynamique de l'histoire que les gens ont tendance à minimiser, c'est que rien ne peut rester statique. Voilà. Même les régimes qui, pour l'instant, continuent de collaborer d'une certaine manière au détriment des intérêts de la population, il y aura un moment où ils seront donc obligés de faire face à la réalité. Ça, c'est la dynamique de l'histoire. Donc, tout ce que nous pouvons, comme je l'ai dit, c'est souhaiter qu'il puisse réussir sa mission à la tête du pays, car, après tout, les peuples africains n'ont pas de problème. Les peuples africains aspirent à la liberté, aspirent donc au développement, à la prospérité. Et si aujourd'hui, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une grande colonie burkinabé au niveau donc du Gabon, et tout le monde sait que quand on parle de Gabon, après le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est quand même un des pays où il y a beaucoup de ressortissants burkinabés. Donc il y a même des opérateurs économiques burkinabés qui ont des grands marchés dans ce pays. Donc si ce pays connaît une stabilité, c'est aussi bon pour le Burkina Faso. C'est dans ça, c'est en cela qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, la délégation de haut niveau dépêchée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour représenter le Burkina Faso à cette donc cérémonie. Cela aussi est conforme, n'est-ce pas, au 3D de l'AES, à savoir défense, diplomatie et développement. Donc la porte de la diplomatie n'est pas tout à fait ferme. Merci bien Elhadj pour ces analyses. Et nous allons découvrir maintenant les couleurs du temps. Donc c'est parti pour la météo et on revient. Et pour ce matin, nous sommes avec le professeur Sidiki Traoré. Il est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo et précisément professeur titulaire de grammaire et stylistique française à l'université Joseph Kizerbo. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Et merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir sur notre plateau. Donc vous avez en face de vous une de vos anciennes étudiantes. Donc tout le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, professeur. Alors, pour revenir à votre parcours académique, il faut dire que c'est un parcours qui nous montre que vous avez été d'abord jeune docteur et aujourd'hui encore jeune professeur titulaire de grammaire et stylistique parmi en tout cas la plupart des anciens chercheurs à l'université Joseph Kizerbo. Quelle est votre stratégie pour toujours être jeune diplômé et jeune en grade aussi? Merci de me donner l'occasion de parler un peu de mes activités professionnelles essentiellement à l'université. Alors, la question que vous me posez donc sur le secret donc du grade que j'ai donc atteint, celui de professeur titulaire, je dirais que c'est le travail. Il n'y a pas d'autre secret en dehors du travail. Le travail acharné et continu. Mais vous êtes passionné aussi de ce que vous faites? Mais tout à fait. Si on n'est pas passionné d'une activité, je pense qu'il ne faut pas, cela ne vaut pas la peine de l'embrasser. Parce qu'en ce moment, on fera mal cette activité et en plus, ceux qui doivent bénéficier donc du résultat de notre travail seront au final très mal formés. Donc je pense que la passion pour l'activité d'enseignant-chercheur, notamment de lettres, a d'abord été une passion pour moi. Et c'est cela, cette passion-là couplée donc au travail acharné qui explique le niveau auquel je suis aujourd'hui. Le travail acharné, et je note bien ça, et je note aussi que vous êtes une personne qui promeut l'excellence, parce que je me rappelle bien des réponses que vous apportez souvent aux étudiants qui parlent de rachat. Vous avez l'habitude de répondre que l'étudiant ne devrait pas chercher à être racheté, parce que le bon étudiant pour vous, c'est celui qui commence à avoir 12 de moyenne, pas celui qui a 10 même, n'en parlons pas de 9, et qui parle de rachat. Oui. Non, mais je pense que cela va de soi, hein. Bon, les rachats, ça peut toujours arriver, mais de là à exulter quand on valide l'année après avoir été racheté,
cela ne devrait pas arriver. Le rachat devrait peut-être plutôt une honte, à défaut au moins, quand on est racheté, on doit être discret. Voilà, parce que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de valider son année avec au moins une assez bonne mention qui prouve que vous méritez effectivement le diplôme que vous avez obtenu. Alors, on parlait de votre grade tout à l'heure, et si ma mémoire est bonne, il me semble qu'au niveau de votre département, et je vais parler donc du département de lettres modernes, vous avez été celui-là, le jeune donc professeur, ou sinon le seul qui est arrivé à ce grade assez jeune. Bon, si vous posez les problèmes comme ça, ça peut paraître un peu prétentieux de ma part de me laisser aller dans cette façon de présenter les choses, parce que ailleurs, dans d'autres universités du pays, vous avez des gens qui sont passés professeurs titulaires, voilà, plus jeunes que moi. Alors, quand vous parlez de mon département, c'est juste. Mais je pense que c'est une question aussi d'opportunité. Il y a des gens qui seraient certainement passés professeurs titulaires avant moi, ou en tout cas avant la quarantaine, s'ils avaient eu l'occasion de faire des études doctorales là. Et donc, il s'est trouvé que moi, sitôt que j'ai fini le DEA, donc sitôt que j'ai fini la maîtrise, donc on venait d'ouvrir les études doctorales, le DEA et puis le doctorat donc en lettres modernes. Okay. Donc je n'ai pas perdu de temps, contrairement à certains de mes prédécesseurs, donc qui ont dû attendre des années, donc avant de revenir pour donc s'inscrire en thèse. Voilà. Donc la continuité, oui, la continuité ça compte. Maintenant, quand vous voulez poser les questions en parlant du grade, j'ai eu le grade très tôt, mais facilement on tombe dans le carriérisme. Et puis ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que qu'on soit professeur titulaire à 62 ans ou à 41 ans, cela devrait importer peu. Ce qui importe, c'est quelles sont les traces que vous avez laissées, qu'est-ce que vous avez apporté, voilà, dans votre domaine. Certains ont été instituteurs, ensuite professeurs des lycées et collèges, avant de se retrouver à l'université. Et pourquoi ils ont traîné? Parce qu'en son temps, il n'y avait pas d'études doctorales. Donc, je ne voudrais pas qu'on méprise ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas eu la même chance que nous. Les conditions pouvaient... Voilà. On peut dire que les conditions n'étaient pas... Voilà, mais je suis d'accord, quand vous voulez, vous avez en face de vous un intellectuel, un professeur d'université qui a atteint le sommet de la hiérarchie universitaire. Il faut orienter les questions vers ce qu'il a laissé comme trace, ce qu'il a formé pour assurer la relève, ses productions scientifiques, les résultats de ses recherches, donc sans trop mettre en avant l'âge auquel il est devenu professeur titulaire. D'accord, de toute façon, on allait y venir. Bon, en tout cas, c'est ma façon de voir. On allait y venir, et parlant justement de relève, est-ce qu'aujourd'hui, vous contribuez à la formation justement de la relève pour ce qui concerne bien sûr, par exemple, la grammaire? Oui, tout à fait. Alors, je précise que j'ai une double casquette. Je suis, donc ma spécialité ou mes spécialités, c'est la grammaire et la stylistique. C'est vrai, d'une certaine manière, la stylistique peut être considérée comme le prolongement logique de la grammaire. Et donc, dans ces domaines-là, effectivement, j'ai formé quand même pas mal d'étudiants, d'abord en maîtrise, en master et puis en thèse. Alors, peut-être le dernier niveau, les jeunes docteurs que j'ai formés, donc je pense qu'il y en a 5 à 6 que j'ai déjà formés depuis que je suis passé donc maître de conférence en 2019. Et parmi ces jeunes docteurs, 2 sont déjà recrutés dans des institutions d'enseignement supérieur public, dont le docteur Salif Gibila, qui est assistant présentement à l'école polytechnique de Ouagadougou, et le docteur Do Yves, qui vient d'être recruté à l'université de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Lui, c'est un Ivoirien qui est venu faire sa thèse de doctorat avec moi. Et puis, bien sûr, il y a d'autres jeunes qui viennent de soutenir leur thèse de doctorat, sans oublier les autres que je continue d'encadrer. Voilà, donc la relève est assurée. Voilà, et je profite pour dire que un enseignant d'université ne devrait pas se vanter de son titre. Voilà, je suis le seul dans ceci, je suis le seul dans cela jusqu'à votre retraite. Si vous êtes le seul dans votre discipline et qu'à votre retraite, vous n'avez pas pu former des docteurs dans votre spécialité,
je l'ai dit sans langue de bois, c'est que vous avez été inutile parce que vous ne pouvez pas être considéré comme un modèle. Une société ne devrait pas pouvoir compter sur un tel enseignant pour se développer, pour développer la recherche, la science, la technologie. Alors, on va faire ce qu'on appelle peut-être un bilan mi-parcours parce que vous continuez d'enseigner. Mais justement, on a vu à ce que vous avez pu apporter dans ce département-là. Alors, est-ce qu'il y a quand même ces réussites dont vous êtes fiers? Oui, d'abord au plan administratif, j'ai été chef du département de l'aide moderne entre 2016 et 2019. Et à un moment où le retard était vraiment très creusé à l'université, mais mon passage au département de l'aide moderne, pour ceux qui m'ont connu à ce poste-là, a été exceptionnel parce que j'avais réussi quasiment à résorber le retard, donc qui à un moment donné caractérisait quasiment toutes les filières de l'université. Et donc après, j'ai passé le relais à d'autres collègues et puis je suis allé. Et je suis point focal de la cellule interne d'assurance qualité, donc pour le compte de l'école doctorale de l'aide des sciences humaines de la communication, et aujourd'hui responsable du laboratoire langue, discours et pratiques artistiques. Et ça, c'est du point de vue administratif. Maintenant, du point de vue de la recherche, évidemment, j'ai plusieurs publications à mon actif. Bon, le nombre d'articles là, minimum une vingtaine. Voilà. Et à côté, il y a les ouvrages. Oui, à côté aussi, il y a les ouvrages. Je pense que j'ai 8 ouvrages que j'ai publiés, dont 6 en auteur unique et 2 en copublication. L'un avec un collègue de l'université Norbert, de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, le collègue Adamou Kantangwa, et l'autre avec un collègue aussi de l'université Joseph Kizerbo, mais du département d'histoire, donc Yacouba Banro. Voilà ce que je peux dire pour mes recherches. Ah oui. Voilà. Donc des ouvrages, des articles scientifiques et à côté de ça, bien sûr, il y a l'enseignement qui continue. Comment vous faites pour allier tout ça? Mais il faut être organisé, il faut être gros travailleur et puis il faut être ordonné. Et puis ne pas perdre de vue ce pourquoi vous êtes arrivé à l'université, à savoir la formation donc des futurs cadres du pays, en étant un modèle dans votre domaine. Et j'aime à le dire aux étudiants, et aujourd'hui, beaucoup, le langage à la mode, non à l'impérialisme, etc. C'est très bien, personne ne veut que son pays soit gouverné de l'extérieur par des puissances impérialistes. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire chacun à ce qui nous concerne? Si on rejette tant l'impérialisme, eh bien, il ne faudrait pas que l'impérialisme se retrouve encore dans nos bibliothèques. Si on est professeur d'université, on a les mêmes grades que certains de nos collègues de l'Occident. Il ne faudrait pas que, quand on a dans nos bibliothèques là, que tous les ouvrages qu'on trouve, qu'on utilise pour nos cours là, soient écrits par des collègues occidentaux, donc impérialistes. Je pense que c'est un devoir qui nous interpelle et qui doit nous pousser en tant que professeur d'université, donc à publier le maximum d'ouvrages pour affirmer notre souveraineté intellectuelle scientifique. Voilà. Alors ensemble, on va découvrir justement vos ouvrages. Donc on va regarder les images donc, de ces ouvrages-là et vous allez nous dire de quoi vous parlez. On a par exemple le premier qui est affiché, c'est écrit Grammaire normative du français moderne, c'est ça. Voilà. C'est celui-là. Bon, donc ça c'est la deuxième édition, donc c'est 2022, la première édition datant de 2018. Là c'est un ouvrage effectivement qui explique les principales règles, nuances et subtilités de la langue française, mais pas uniquement. Et il y a une deuxième partie dans l'ouvrage qui porte sur voilà, un certain nombre d'écrits, des écrits littéraires, scientifiques de notre sous-région, avec les différents manquements à la langue, donc expliqués et puis repris. Donc je pense que la spécificité de ce livre, ce n'est pas simplement théorique. Vous allez trouver dans des textes que j'ai repris chez certains écrivains qui ne sont pas tout à fait performants du point de vue de la maîtrise de la langue et du style. Et je reprends en expliquant les insuffisances et en proposant au final, voilà, un corrigé de ce que ça devrait être. Donc il y a un côté critique, carrément. Oui, un côté critique et utilitaire aussi. Ah, d'accord. Voilà. Oui. On passe au second. Ok. Bien parler et bien écrire.
Oui. Donc, bien parler, bien écrire, communication et stratégie, grammaire et style. Et là aussi, c'est la deuxième édition, donc 2022, d'un ouvrage qui avait été publié en 2012 sous le titre Bien parler, bien écrire, technique de communication et de rhétorique. Alors, la spécificité de ce livre, c'est qu'il va de la grammaire au style et du style à la communication en embrassant différents domaines, donc de la production écrite dans les textes journalistiques, les textes religieux, les textes syndicaux, politiques, littéraires, argotiques, etc. Donc tous les domaines de l'activité aujourd'hui ont produit des textes précis, donc ils sont pris en compte avec les différentes techniques pour réussir ces types de textes-là. D'accord. Voilà. Le suivant. Voilà. C'est celui-là, Ok. Morphosyntaxe du français. Voilà. Morphosyntaxe du français, analyse grammaticale et logique, transformation de la phrase. Ça, c'est publié aux éditions Mercury, et donc 2022. Là, c'est un ouvrage qui traite de la description de la langue française. Et j'aime utiliser cette image-là pour qui veut pouvoir articuler, désarticuler et réarticuler toute phrase française. Ça, c'est l'ouvrage qu'il devrait utiliser comme livre de chevet. Voilà. Nous continuons notre entretien avec le professeur Sidiki Traoré. Je rappelle qu'il est professeur titulaire de grammaire et stylistique française à l'université Joseph Kizerbo. Alors, professeur, on a découvert ensemble vos écrits. C'est qui votre cible? Vous écrivez pour qui? Bien, j'écris prioritairement pour les étudiants et les enseignants chercheurs de lettres. Voilà. Et dans une certaine mesure aussi pour les praticiens donc de littérature, les écrivains, notamment en herbe, qui voudraient savoir peut-être les techniques pour produire des œuvres originales, pleines de talent, de génie, de créativité. Donc voici donc, le public que je cible à travers mes ouvrages. Tous ces ouvrages dont on parlait tout à l'heure, vos ouvrages, on peut les trouver où? Bien, mes ouvrages se trouvent à la librairie universitaire, donc sur le campus de Zogona, et aussi pour certains à la librairie Jeunesse d'Afrique, donc au centre-ville tout près de la cathédrale là, et à la librairie Mercury, donc à la ZAD, à côté de la gare Elitis. Alors, professeur, on vous sait également, en fait, vous êtes également responsable du laboratoire l'ADIPA, donc langue, discours et pratique artistique au sein de l'école doctorale lettres, sciences humaines et communication à l'université Joseph Kizerbo. C'est un laboratoire qui produit assez de docteurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement la production de plusieurs thèses de doctorat depuis un certain temps dans ce laboratoire? Je pense que ce n'est pas dû au fait que nous travaillons plus que les autres, mais je pense que la spécificité de notre laboratoire, c'est qu'il comporte beaucoup d'enseignants-chercheurs de rang A, c'est-à-dire des maîtres de conférences et des professeurs titulaires. Et donc, plus il y a d'encadreurs potentiels, et donc plus vous avez la possibilité de recruter de nombreux candidats au doctorat, et de ce nombre élevé de candidats au départ, au bout de quelques années, vous avez en termes de résultats quelques docteurs qui sont formés. Parce que nous sommes au minimum entre 10 et 12 professeurs de rang A, maîtres de conférences et professeurs titulaires au sein du laboratoire. Et donc, parmi eux, vous avez des grammairiens stylisticiens, moi, Kouenou, Virginie, donc voilà, Karanzoé, des sémioticiens, le collègue Noël Sanou, donc Valentine Palme, Somda Tadé, et bon, des spécialistes de littérature orale, le docteur Zungurana Moumouni, Sangaré Ignaz, Bourou Boukari, donc des spécialistes des industries créatives comme le docteur Jacob Yarabatula. Donc ça fait un grand nombre d'encadreurs potentiels et c'est ce qui explique que nous ayons au final un grand nombre de docteurs qui sortent chaque année
de notre laboratoire. On sait que vous êtes très rigoureux aussi en ce qui concerne l'encadrement des étudiants pour leur mémoire. Qu'est-ce qu'on constate généralement? Et de plus en plus, ce que je constate, c'est que beaucoup d'étudiants viennent pour faire des études de master ou de doctorat sans se mettre en tête que cela demande qu'on soit très brillant au départ et cela attend de très gros sacrifices en termes d'investissement dans le travail. Mais les jeunes viennent et avec un certain esprit de paresse, de tricherie, ils se disent peu importe ce que je vais fournir comme travail, si je peux utiliser des méthodes plus ou moins malhonnêtes pour réussir, bon, c'est cela. Et c'est pas un grand honneur de le dire ici sur ce plateau, mais dans mon laboratoire, on a eu malheureusement certains cas de thèse de doctorat qui ont fait l'objet donc de plagiat, donc de remise en cause de la part de certains instructeurs. Bon, et donc moi qui suis le premier responsable, je ne peux pas m'amuser à ce jeu. C'est pourquoi si je prends un étudiant, à commencer par ceux-là que j'encadre, qui s'adonnent à ces pratiques malsaines, alors là tout de suite j'arrête. Et quand il envoie son dossier l'année qui suit pour le renouvellement de son inscription, moi je mets avis défavorable. Il y a des étudiants qui ont pleuré dans mon bureau parce que j'ai dit non, là tu t'arrêtes parce que bon, ce que tu as fait, c'est un plagiat en perspective. Donc dis au revoir et va. Voilà, donc je le dis ici, si vous venez, vraiment il faut avoir en tête de faire un travail qui vous appartienne en propre, un travail qui n'est pas une forme de plagiat d'un travail déjà existant. Mais un travail aussi de qualité, de recherche. Un travail, bien sûr. Quelles sont les exigences que vous vous soumettez aux étudiants quand vous décidez de les accompagner, surtout les étudiants que vous accompagnez? Bon, pour les étudiants que j'encadre personnellement, il y a des sujets qui m'intéressent. Si un sujet ne m'intéresse pas trop, je peux orienter l'étudiant vers un autre collègue. Ou si le sujet n'est même pas pertinent ou n'est pas vraiment utile, si je peux ainsi dire, je recommande à l'étudiant d'arrêter ou de trouver un autre thème. Maintenant, il se trouve que bon, d'autres collègues, au sein du laboratoire, il y a d'autres sujets qui viennent. Et généralement, on recueille l'ensemble des projets des futurs candidats au doctorat et ces projets-là sont examinés par l'ensemble des encadreurs, au moins la douzaine, et on retient donc les meilleurs. C'est le principe et c'est comme ça que ça se passe dans toute l'université. Maintenant, chaque encadreur, de façon personnelle, là, a ses propres exigences qu'il applique donc, pour ce qui est des étudiants sous sa direction. Voilà. Est-ce qu'à ce jour, vous avez une idée de combien de thèses et combien de mémoires vous avez encadré jusqu'à la soutenance? C'est ça. Bon, pour les mémoires, là, je ne peux pas les... Je ne mets pas... Il faut peut-être à tête reposée que je fasse le point. Et voilà, oui, les thèses, oui, ça c'est facile parce que je suis passé maître de conférence en 2019, donc c'est plus facile. Et là, ce que j'ai encadré jusqu'à la soutenance, le premier, je crois, c'est l'Ivoirien dont j'ai fait cas tout à l'heure, Louis-Yves, ensuite il y a Guibila Salif, Kouma Bernardin, bon, Ouattara Lassina, Sommet Nestor, et Ouedraogo Salifou. Et je crois, le dernier en date, oui, je pense que ce sont ces thèses-là que j'ai encadrées jusqu'à la soutenance. Si ma mémoire est bonne, entre 5 et 6. Oui, mais 5 et 6, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais bon, comparé à d'autres aînés qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, bon, moi je suis encore un nain. Et c'est en toute humilité que je le dis. Parce que bon, mon directeur ou co-directeur de thèse, le professeur Youssouf Ouedraogo, je ne sais même pas si lui il peut dire exactement le nombre de mémoires qu'il a encadré, parce que ça fait beaucoup. Et le nombre de thèses aussi, je pense qu'il doit avoir encadré au moins une vingtaine, parce que lui-même, ces étudiants qui sont aujourd'hui des enseignants, chercheurs dans les universités publiques du Burkina, ils valent la dizaine. Donc, bon, il ne faut pas penser que bon, les 5 ou 6 thèses que j'ai encadrées, c'est déjà très volumineux. Oui, ce n'est pas rien, mais il faut toujours se dire, je peux encore faire mieux.
Oui. Voilà. Alors, professeur Traoré, aujourd'hui, quels sont vos conseils à l'endroit des étudiants qui veulent donc entamer la carrière d'enseignant-chercheur à l'université? Mon conseil, c'est, comme je le disais, ça revient encore à mon mot introductif, sur le travail continu et acharné. Il faut bosser, comme on le dit vulgairement, il faut étudier, il faut beaucoup lire, il faut chercher à être très brillant. Sinon, même si vous entrez dans la profession d'enseignant-chercheur, il y aura à un moment donné un mal-être parce que, bon, les soupçons ou le sentiment même d'incompétence, voilà, que vous-même vous ressentez à l'endroit de votre personne, va tout le temps donc vous tarauder, sans oublier ce que les étudiants eux-mêmes, qui ne sont pas des enfants, vont dire de vous. Les étudiants connaissent les enseignants très brillants et les enseignants qui le sont en apparence. Et il y a aussi les collègues, les pairs aussi ont un regard sur vous. Ça, c'est sans tenir compte du grade, parce que le grade, finalement, c'est juste, je pense, une formalité. Une fois qu'on est dans le domaine, on peut aujourd'hui, avec l'Internet, c'est très facile de monter jusqu'au grade de professeur titulaire. Mais cela ne suffit pas. Et donc, dans l'exercice de votre profession d'enseignant-chercheur, à commencer par vous, vous devez avoir le sentiment d'être quelqu'un de performant, de très brillant dans votre domaine, et qui sont aussi appréciés aussi bien par les étudiants que par les collègues. Voilà. C'est important. Ouais. Sinon, après, vous allez vivre comme une sorte d'ermite, parce que vous ne voulez pas toujours vous mettre du côté des autres qui pensent que, bon, qui vous regardent avec un air, un petit mépris, parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas à la hauteur des tâches qu'on vous confie. Okay. Et je ne sais plus c'est à quelle réunion on me faisait croire qu'il y a de plus en plus, on a des étudiants, des jeunes enseignants qui sont recrutés et qui sont parfois incapables d'assurer, en tout cas les enseignants qu'on leur confie. Il a été soulevé le cas d'un jeune collègue comme ça. On était obligé de trouver, de manœuvrer pour trouver quelqu'un d'autre pour faire les enseignants pour lesquels il a été recruté et à lui confier d'autres types d'enseignements. C'est pas facile. Hein? Ouais, c'est pas facile. Comme quoi, le brigandage, ce n'est pas seulement dans les autres corps de métier, ça existe aussi, voilà, dans cet univers qu'on appelle le temple du savoir. Hein. Et pour le département de lettres modernes, précisément, est-ce qu'il y a peut-être des urgences, des difficultés qu'il faudrait résoudre dans l'immédiat? Bon, c'est vrai, le département de lettres modernes, c'est l'un des plus anciens de l'université Joseph Kizerbo. Et les problèmes, ça ne manque pas. Hein? Et il y a comme aujourd'hui une sorte de crise des lettres. Et cela peut-être peut s'expliquer aussi par le fait que bon, c'est l'une des filières quasiment où on oriente, pas orienté, mais où on jette le trop-plein. C'est mon sentiment, où on jette le trop-plein d'étudiants qui ne peuvent pas réussir ailleurs. Et on croit à la limite que l'aide moderne, c'est une filière où il faut venir quand je n'ai pas les capacités scientifiques d'aller faire par exemple des mathématiques, donc de la chimie, de la médecine, etc. Et donc cela poursuit nos étudiants, ils viennent en croyant que bon, c'est une filière facile. Et quand ils ont affaire à des enseignants comme moi, ils pensent que ben, je suis contre leur réussite. Parce que bon, vous ne pouvez pas aussi produire, rédiger un devoir, voilà, à la moindre phrase, il y a une incorrection grammaticale, vous voulez qu'on vous évalue comment? Puisque vos compétences là, c'est la maîtrise de la langue, c'est la connaissance des œuvres littéraires. Et si vous arrivez en 3e année sans avoir lu une seule œuvre littéraire, sans être en mesure de produire un paragraphe qui soit exempt de la moindre incorrection, sur quelle base vous voulez qu'on vous juge, qu'on vous note? Bon, je pense que ce sont ces incompréhensions qui existent parfois entre moi et puis bon, certains étudiants. Mais pour ceux-là qui s'adonnent à la tâche, eux, ils comprennent le principe, ils n'ont pas de problème. Hein. Que ce soit des étudiants que j'ai encadrés en master comme en thèse, et dont certains aujourd'hui sont dans différents secteurs d'activité comme des journalistes, des enseignants, des professeurs d'université, et ils n'ont pas de problème avec moi en tout cas. Dans le conseil que je leur donne là, c'est ça. Donc les problèmes qu'on vit au département de l'aide moderne, ce sont des problèmes qu'on retrouve du reste dans une certaine mesure. Dans effectif retard. Oui. Effectif retard. Oui, encore que l'aide moderne, c'est l'une des filières qu'on retrouve un peu partout. Hein.
dans notre pays, dans le public. Voilà, c'est pas comme les filières comme voilà, anglais, qui je soupçonne peut-être les autorités de trouver que la filière d'études anglophones coûte cher en raison peut-être du bain linguistique. C'est ce qui fait que bon, au moment où on a l'aide moderne à Joseph Kizerbo, à l'université virtuelle, à Nazi Boni à Bobo, à Norbert Zongo à Koudou, à Fada, à Waiguya, à Banfora, à Dori, et bien que anglais, on ne retrouve pas anglais ailleurs, d'autres, peut-être à Waiguya si ma mémoire est bonne, alors que la demande là-bas est forte. Sans oublier aussi les filières scientifiques. Merci à vous d'être passé, professeur. Je rappelle que nous recevions comme invité le professeur Sidiki Traoré. Il est professeur titulaire de grammaire et stylistique française à l'université Joseph Kizerbo. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suiviez à l'instant un entretien que nous avions eu avec le professeur Sidiki Traoré sur son parcours et puis ses écrits, et puis notamment son enseignement au niveau de l'université Joseph Kizerbo. Pour la suite de l'émission, nous allons donc souffler un peu, et ça sera l'occasion aussi de vous proposer quelques numéros de Awaga, une réalisation du PDG de Savane Media, Boubacar Zidadi Sinaba. On vous invite à rire un peu et puis on revient pour la suite. Nous sommes de retour sur ce plateau, et pour continuer, pour la rubrique à la découverte de, je vous l'ai dit, on part à la découverte du centre écotouristique de Bagré Pôle, ce centre écotouristique qui a une équipe dirigeante avec le promoteur également. Donc on va écouter les responsables de ce centre et puis on revient. Je suis Joël Kapochichi, le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. Je tiens à préciser que c'est un centre de profit appartenant à Bagré Pôle, et ce centre qui a été rénové depuis 2019 aujourd'hui porte tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir. En passant par l'hébergement, nous avons 28 bungalows de divers types en F4, ça veut dire 3 chambres salon, F3, F2, F1. Nous avons, avec toutes les commodités dans ces bungalows, nous avons ensuite des salles de réunion de très grande capacité avec l'effectif qu'il faudra et la commodité qu'il faut aussi à travers le haut débit, à travers la vidéoconférence aujourd'hui où nous avons un haut débit pour les salles. Nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons une salle de gym. Bientôt, on aura un plateau omnisport avec tous les sports de mai. Je tiens à préciser que le centre écotouristique aujourd'hui est un potentiel vraiment touristique où tout Burkinabé, toute personne doit être fière de ce patrimoine que nous avons dans notre cher pays et que nous offrons à la disposition de la clientèle de toutes couches. Les week-ends, par exemple, ici, nous offrons beaucoup plus d'activités ludiques en passant par la piscine que nous avons, une très grande piscine, nous avons une paillote et nous offrons aussi un buffet ici tous les samedis où on met à disposition les mets locaux à travers ce que nous produisons au niveau de Bagré Pôle. La plage, qui est aussi un joyau du centre écotouristique, est une plage qui va sur 1 hectare, où au niveau de la plage, nous avons une baie aux cocotiers, nous avons un espace de jeu enfant. Nous mettons aussi à disposition au niveau de notre plage des espaces de détente où les clients peuvent venir et aussi s'offrir par exemple des jeux de société et profitant du plein air et de la faune et la flore que nous offre le centre écotouristique. Est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça dans le centre ici? Le centre écotouristique est ouvert à toute personne.
et à toute couche sociale. Parce que nous avons des tarifs vraiment préférentiels pour toute bourse et toute couche. C'est un centre, comme je l'ai dit, où nous profitons d'abord du tourisme de vision, parce que quand nous avons de la clientèle, il y a cette possibilité de faire un circuit touristique où ils pourront visiter la plaine, le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers et aussi la transformation du poisson par les dames. Donc ce centre est ouvert à toute couche, à toute personne, où chacun y trouve son compte. J'invite tout le monde en général et mes confrères burkinabés en particulier à y faire un tour. Je vous promets qu'il n'y a que de l'enthousiasme à travers ce que nous offrons au niveau du centre écotouristique ici et la consommation des produits que j'insiste, nous consommons beaucoup plus des produits bio ici. Nous avons un jardin potager non loin et aussi les produits de la transformation de Bagré-Pôle. Par semaine, nous recevons, malgré la maladie à coronavirus, aujourd'hui nous sommes fiers de recevoir beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients parce qu'ils sont satisfaits et quand ils viennent, ils découvrent ce joyau qui renaît de ses cendres et à travers eux, cela nous sert de passerelle de communication parce qu'ils vont aussi parler du centre écotouristique à d'autres personnes qui naturellement viennent vers nous et quand ils viennent, la particularité de toute personne qui arrive ici, c'est du fait qu'ils cherchent déjà, elle cherche déjà à prendre des images, des photos et véhicule ces photos-là auprès de d'autres personnes. Nous avons une grande clientèle burkinabé, une très grande clientèle burkinabé et j'en suis vraiment fier, parce que mon taux de fréquentation et taux d'occupation est beaucoup plus une clientèle burkinabé. Et les étrangers, c'est beaucoup plus les vacanciers. Merci à vous de votre attention et merci. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine. Alors, bonne journée à vous et on se retrouvera, Inch'Allah, demain, mardi, quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Allez, prenez soin de vous et cuise.